Bonjour à tous. Alors, comme vous le constaterez, j'emprunte donc à Salah, qui a brillamment expliqué la transformation digitale à travers l'allégorie de la métamorphose. On emprunte la même image parce que c'est réellement ce qui devrait se passer. Alors, pour ne pas être en répétition avec Salah, déjà, je vois que la majorité du public ici est constituée d'étudiants. Alors déjà, est-ce que vous savez tous de quoi on parle, la transformation digitale? Alors, ceux qui ont entendu parler du sujet ou qui le maîtrisent, ou voilà, qui ont juste entendu parler, est-ce qu'ils peuvent lever la main? Allô? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du sujet dont on parle? Vous, étudiants? Non? Donc, il faut peut-être qu'on commence à expliquer. D'accord. Alors, vous êtes, vous les premiers, concernés par ce sujet. Nous, on passe le relais dans quelques années, on passera le relais. Mais vous, étudiants, vous n'y assistez pas. Nous, on y assiste, mais vous allez être dedans. Il va y avoir l'émergence de nouveaux métiers, d'accord? Et vous devez donc vous intéresser à ce phénomène de près. Vous devez vous former pour demain. Vous devez penser au métier que vous allez faire demain. Et ces transformations digitales vont ouvrir de nouveaux métiers. Et c'est pour ça que vous êtes vraiment concernés. Donc, on va reprendre. La transformation digitale, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un mot très à la mode, galvaudé, qu'on a utilisé, qu'on n'arrête pas d'utiliser à toutes les sauces. Ça fait 2 ans qu'on ne parle que des salons de la transformation digitale, à toutes les sauces. Mais réellement, beaucoup de gens ne savent pas de quoi on parle. Alors, la transformation digitale, ça vient de quoi? En fait, pourquoi est-ce qu'on parle de transformation digitale? Eh bien, vous savez, ça vient de vous, ça vient de moi, ça vient de nous tous. Les usages aujourd'hui qui sont faits par les consommateurs finaux font qu'il y a une transformation au niveau des entreprises. C'est nous qui transformons aujourd'hui les entreprises, c'est nous qui obligeons ces entreprises à se transformer de par nos usages. Alors bien sûr, il y a eu des virages technologiques qui ont fait que nous aussi, on contribue à cette transformation. Alors les virages technologiques, Internet évidemment, donc Internet qui a ouvert un univers de possibles extraordinaire aux consommateurs, à l'être humain. Et puis ensuite, on a eu l'avènement des réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui a bouleversé aujourd'hui les entreprises. Et puis, tout ça, on appelle ça le digital. Et je reviens toujours dans mes exposés à une définition, à l'étymologie du mot digital. Digital vient de doigt, du doigt, tout simplement. Parce qu'avec l'avènement du digital, et ça c'est une image, on a donné le pouvoir, on vous a donné le pouvoir à vous, consommateurs. Vous avez le pouvoir de faire connaître une marque ou de la faire détruire juste en cliquant ou en passant ou juste en essayant, en faisant un geste de votre doigt. Vous pouvez changer le destin d'une entreprise. Vous n'imaginez pas le pouvoir qui est donné aujourd'hui aux consommateurs. C'est ce qu'on appelle le digital power. Alors, ce pouvoir-là, c'est très simple. Vous êtes parti au McDo, problème. Je sais pas, le McDo n'était pas bon, il a été servi trop tard. Quel est votre premier réflexe aujourd'hui? On n'appelle plus le numéro vert, hein, on n'appelle pas 0 machin, ouais, c'était pas bon. On va sur la page de McDo et on en fait une tartine. C'était pas bon, c'était pas ci, c'était pas ça. Est-ce que vous imaginez que si d'autres personnes vous suivent, on crée ce qu'on appelle un bad buzz, d'accord? On crée un bad buzz, tout de suite après, ça va faire bouger derrière quelqu'un dans l'entreprise. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que cette transformation, certes, nous avons bénéficié de technologie, mais cette transformation, aujourd'hui, doit suivre le mouvement. L'offre, aujourd'hui, est de plus en plus connectée, mais aussi de plus en plus libérée. C'est-à-dire, si McDo, vous aimez pas, vous allez faire votre remarque, hop, demain, vous allez chez quelqu'un d'autre. Nous sommes devenus de plus en plus volatiles, parce que nous avons accès à une information à laquelle nous n'avions pas accès auparavant, parce qu'on a accès à une offre qui s'est adaptée à nos usages. C'est-à-dire les usages
que nous faisons aujourd'hui d'Internet et de tous ces outils-là font que les entreprises sont obligées de s'adapter en vitesse dans un mouvement perpétuel de transformation. Et c'est ce qu'a bien dit Salah. Nous sommes en transformation. Les entreprises doivent être en transformation perpétuelle, en mouvement perpétuel. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils suivent aujourd'hui le consommateur que vous êtes et l'utilisateur que vous êtes. Donc, la transformation digitale, c'est tout simplement cette capacité que doit avoir une entreprise à s'adapter à chaque fois aux demandes de son client. Et vous verrez que beaucoup d'innovations qui ont été réalisées par des entreprises sont faites dans ce sens. Il a cité Netflix. Bien sûr, Netflix. Pourquoi ? Regardez rien que nous, les Marocains. On nous loue. Alors, on nous lit DVD. Des fois, on ne paye même pas Netflix. On regarde tous nos films sur des sites de streaming illégaux. Alors, c'est pas parce qu'on a envie c'est pas parce qu'on n'a pas envie de payer forcément. C'est parce que c'est plus pratique. Le film est à disposition. Voilà, c'est facile à trouver. On n'a pas besoin de se déplacer pour aller prendre le film. Ça, imaginez, c'est des usages. Et c'est nous qui avons créé cet usage-là. Il y a eu une offre, bien sûr, mais nous avons créé cet usage. On s'est dit, mais moi, j'ai pas envie de me prendre la tête à me déplacer à la vidéothèque, à louer un film. J'ai pas non plus envie de prendre ma carte pour sortir, pour faire quelque chose. Donc, il y a des acteurs qui comprennent qu'ils doivent être agiles et qu'ils doivent être réactifs. Et tout ça, au sein d'une entreprise, ça crée des bouleversements profonds qui ne sont pas juste s'adapter ou répondre aux réseaux sociaux, mais qui vont toucher les business models de toutes ces entreprises. Je vais refaire un sondage. Est-ce que vous comprenez un peu mieux le sujet ? Voilà. Maintenant, on peut y aller. Alors, oula, il y a une marche. Alors, la transformation digitale, pour avoir fait quelques diagnostics dans certaines entreprises ici au Maroc, une question se pose. Doit-on s'adapter ou doit-on se transformer ? Vous allez me dire quelle est la différence. Alors, on va voir les définitions étymologiques. Il faut toujours revenir à l'étymologie parce qu'on n'utilise pas des mots comme ça, juste pour le fun. Nos mots, on les a tellement bien intégrés qu'on utilise les bons mots à la bonne place. S'adapter. Alors, s'adapter, la définition du Larousse, c'est être ajusté, approprié, convenir à quelque chose, suivre telle ou telle direction pour convenir à une situation, avoir tel ou tel comportement, être en accord avec son milieu, une situation nouvelle. Alors, quand on voit la sémantique de ce mot, on se rend compte qu'on est dans une terminologie suivre, être ajusté, convenir, être en accord. J'ai cherché une image pour illustrer que je n'ai pas trouvée. Ça me rappelle quand on fait un 42 et qu'on va rentrer dans un 38. On est dans le registre aujourd'hui du passif, du fait de subir et de réagir. On est dans la réaction. On n'est pas dans l'action. Et on est en train de nous adapter, de nous accrocher pour pouvoir suivre la tendance. J'en parle parce que dans certains grands organismes publics marocains qui sont très très avancés en termes, on va dire, de dématérialisation et aussi de digitalisation vers le public, on se rend compte qu'au final, ils ont à chaque fois essayé de s'adapter par bout. Et ça, c'est le cas d'une grande majorité d'entreprises. On s'adapte. À chaque fois qu'il y a un besoin, il y a une demande. Allez hop, faut qu'on dématérialise, par exemple, la soumission le scan des documents. Allez hop, on va mettre en place une solution. On appelle le DSI, on appelle des cabinets. On fait comment ? Et puis, quelques mois après, on se rend compte, oui, mais il y a un problème d'interopérabilité entre les différents services. Ah mince, alors on n'y avait pas pensé. Et hop, rebelote. Et ainsi de suite. Et du coup, on se retrouve avec des bouts. Donc l'effort est louable, parce que au moins ces organismes ont entamé ces réflexions. Mais à un moment donné, ça va plafonner. On va se rendre compte que voilà, on ne peut pas juste s'adapter, parce que derrière, il y a des gens, il y a de la conduite du changement. Il y a des gens qu'il faut convaincre de l'utilité de toutes ces pseudo-adaptations. Il y a de l'éducation, il y a de la formation. Et puis on se rend compte que, par exemple, quand on sort sur les réseaux sociaux,
et ben finalement, on a des remontées d'informations. Ah ben oui, ben les internautes nous suggèrent des choses, nous suggèrent de faire des choses. Ah ben oui, ben ça serait sympa de les appliquer. Mais les appliquer, ça va supposer peut-être même de créer un nouveau métier au sein de l'entreprise. Donc c'est pour ça que la problématique s'adapter ou se transformer est quelque chose, on pousse un peu dans le détail, mais c'est quelque chose quand même, c'est une question qui se pose. Se transformer, l'étymologie du mot se transformer, changer de forme, d'aspect, de caractère. On a parlé tout à l'heure de la mue, de la métamorphose du papillon. Ici, on parle de passer à un nouvel état. Salah a dit on se transforme perpétuellement, on passe à un nouvel état. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire on ne peut pas aujourd'hui juste se contenter de s'adapter. Il faut avoir en tête que c'est quelque chose qui révolutionne profondément les organisations. Et là, on est dans une sémantique qui est dans l'action. On change, on agit, on est actif, on est dans le changement. Et c'est là la grande différence entre s'adapter et se transformer, et qui est importante. Et aujourd'hui, vous le verrez, vous encore plus que nous, notre génération, parce que vous avez grandi dedans, et vous serez dedans. Vous verrez qu'on est en perpétuel mouvement, en perpétuel changement. Alors, pour l'anecdote, ceux qui ont du mal à vivre cette transition, c'est aujourd'hui les gens qui ont été formés dans les écoles de façon traditionnelle, en ayant des études traditionnelles, et qui aujourd'hui ont entre 40 et 50 ans, et qui voient bien qu'ils ont une pression accrue au travail du fait que aujourd'hui il y a des jeunes qui arrivent, qui bousculent les codes, et qui sont toujours en train de se renouveler, de se reformer, et pour se maintenir à leur poste, ils sont obligés d'être eux aussi en mouvement, d'où une pression nettement supérieure parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude. Ils passent d'un mode de fonctionnement classique à un mode de fonctionnement en mouvement, qui est dû au fait d'être connecté, au fait d'être dans l'action. Et ça, c'est des choses, je pense que vous serez déjà dedans. Donc voilà. C'est une transition que aujourd'hui les cadras et les quinquas sont en train de vivre. Le mouvement est la nouvelle donne, le mouvement est le nouveau paradigme. Et c'est tout simplement quelque chose de très naturel. Je pense que avant, l'humain était un peu au ralenti. Et maintenant, on est en train de suivre même le mouvement de la nature, qui est toujours en perpétuel mouvement et en perpétuelle transformation. Alors là, je rebondis un petit peu, on va se répéter avec Salah, les idées reçues, avec quelques recommandations. Alors, la transformation digitale, c'est une histoire d'outils. Très souvent, c'est une vision technologique qui lead la transformation digitale dans les entreprises. La preuve en est qu'aujourd'hui, la plupart des manifestations autour de la transformation digitale sont plus organisées, en tout cas au Maroc, sont organisées par des associations comme l'OSIM et par les IT. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est les IT qui ont pris un peu le lead sur le sujet. Mais en réalité, non, ce n'est pas qu'une affaire d'outils. Pourtant, le réflexe, aujourd'hui au sein des entreprises, alors le directeur a été quelque part, et puis il s'est fait bassiner pendant des heures par un consultant, par quelqu'un qui va parler de transformation digitale. Il prend son téléphone, il appelle son DSI, « Allô, Flaine, ouais, viens me raconter l'histoire. Bon, allez, tu t'en occupes. » Mais c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est pas du tout c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Le DSI est un maillon de la chaîne, comme nous allons le voir, un maillon important, parce qu'il y a effectivement une technologie qui doit supporter toute cette transformation, mais il n'est pas le seul maillon impliqué, et en tout cas, ce n'est pas lui qui peut impulser cette transformation. Et puis aussi, il suffit de miser sur le marketing digital, allons sur les réseaux sociaux. Alors, en tant que, justement, entreprise de marketing digital, nous sommes souvent approchés, et puis bien, on mélange tout. Alors, on nous dit oui, on va aller sur les réseaux sociaux, on va faire du marketing digital. Et puis dites-nous ce qu'on doit faire sur la digitalisation de l'entreprise. Oui, d'accord, mais nous, on est juste un petit bout de votre digitalisation. Un bout important, certes, parce que c'est nous, c'est grâce à nous que vous allez atteindre votre cible, vos clients, que vous allez collecter une data importante, que vous allez mieux connaître votre clientèle. Mais nous ne sommes pas tout.
Aujourd'hui, il faut sortir d'une vision qui est une vision technologique, et puis il faut intégrer le marketing digital qui est obligatoire, mais qui n'est pas suffisant. Voilà, donc ça c'était ma question du début. Donc transformation digitale, de quoi parle-t-on? Et puis l'image est quand même assez marrante. Donc un monsieur, voilà, voilà, on va parler de la transformation digitale qui ramène un robot, parce que justement on pense que tout ça c'est technologique et que voilà, qu'il n'y a pas de, c'est un robot qui va pouvoir en parler. Cette marche, je vais finir par tomber. Alors. Ce que je vous disais à l'entrée de cet exposé, comme quoi c'est vous, en tant que consommateur, qui aviez le pouvoir. Alors, ceux qui entament leur transformation digitale correctement, c'est ceux qui comprennent qu'il est important aujourd'hui de replacer l'utilisateur au centre de tout. Aujourd'hui, c'est l'utilisateur, on va s'adapter à l'utilisateur. Par exemple, dans les banques, aujourd'hui les banques qui parlent de transfo digital sont en train de parler comment est-ce que je peux, par exemple, l'omnicanal. Donc l'omnicanal est une partie est une façon de voir la relation avec le client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le client, vous, en tant que client, vous allez partir à l'agence bancaire, vous allez utiliser l'application mobile de votre banque, vous allez rentrer sur votre ordinateur pour checker votre compte via votre PC, et puis vous allez payer chez un commerçant. Alors avant, on parlait de multicanal, enfin, on en parle encore. Et c'était une approche, on va dire, ascendante, de la banque vers vous, qui décidait de mettre à votre service plein de canaux, voilà, pour vous rendre service. Mais aujourd'hui, elle a compris que la relation, elle est aussi montante. Et du coup, on se dit, eh ben tiens, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est pas l'adresser sur différents canaux. Ce client-là, je veux lui coller, j'ai utilisé un mot, je veux lui coller, je veux le tracer. Voilà. Donc je veux être avec ce client, et ce client, moi, je ne considère plus que je l'adresse à travers différents canaux. Je pars de mon client, et c'est moi qui le suis, où qu'il aille. Alors moi, ce client, il doit être capable d'initier une transaction chez le commerçant, et puis ensuite de rentrer dans l'appli mobile pour voir que la transaction est bien passée. Et puis, s'il y a un problème, je suis en mesure de le savoir parce qu'il va aller peut-être réclamer à l'agence bancaire. Aujourd'hui, c'est le grand enjeu des banques, des assurances et de la grande majorité des sociétés de services. C'est de pouvoir remettre l'utilisateur au centre de ses préoccupations. Donc aujourd'hui, nous avons un client qui est très exigeant et très intégré. On a parlé de l'exigence, vous ne vous en rendez pas compte, mais nous sommes devenus extrêmement exigeants. Pourquoi? Parce que nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir de réclamer, de protester. Et c'est des choses, ça c'est grâce aux réseaux sociaux, c'est des choses que nous n'avions pas avant. Alors, nous avons un client qui est très exigeant et qui est très intégré dans la création de valeur. Comme je disais, on peut proposer aujourd'hui à une entreprise de créer un nouveau service pour mieux nous servir. Et puis aussi, l'entreprise va anticiper, grâce aux demandes, à la collecte des données, va anticiper vos désirs. Et du coup, créer de nouveaux services. Il peut participer à la conception, à la promotion, à l'amélioration des usages. La promotion, c'est notamment le partage. Aujourd'hui, quand vous êtes content d'un service, vous allez raconter à vos copines, vous allez partager, vous allez partir liker la page, vous allez suivre la marque. Ensuite, ce qu'on a aussi, et c'est là où on dit que ça ne peut pas être que une vision technologique, et qui est très important aujourd'hui, c'est que cela impacte l'organisation. Comme je vous ai dit, il faut être en mesure de s'adapter très rapidement aux demandes de vos clients. Donc par exemple, je ne sais pas, vous protestez parce que vous n'êtes pas content. On va prendre l'exemple de Starbucks, qui était la vraie première entreprise digitale. C'est Starbucks Coffee. Vous n'êtes pas content, vous postez quelque chose sur Instagram ou sur Facebook. Tout de suite, on peut venir vous voir et vous dire qu'est-ce qui ne va pas. Vous imaginez, ça a fait le tour du monde. C'est remonté dans leurs quartiers généraux au niveau de la veille, c'est redescendu au niveau du magasin. Donc ça, c'est un exemple qu'on cite souvent parce que voilà, je vous invite tous à aller découvrir le cas Starbucks, qui est un exemple extraordinaire, qui invente aussi des nouveaux parfums parce que les clients en ont parlé sur les réseaux sociaux. Et vous avez certainement vu
beaucoup de marques qui inventent aujourd'hui des produits spéciaux pour leurs internautes parce que les internautes les ont demandés. Donc l'organisation à ce niveau-là doit être une organisation qui est ce qu'on appelle agile, qui est efficace et qui est capable de pivoter, de faire des fois des virages de 360 pour contenter le consommateur. Aujourd'hui, il y a aussi un service qui a été mis en place par exemple par le Crédit Agricole en France. Bon, je ne sais pas s'il viendra un jour au Maroc, mais qui permet aujourd'hui de pallier aux problèmes de cash que rencontrent les TPE, les PME. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont en mesure de vérifier. Par exemple, vous allez payer vous avez un commerçant, et puis il doit payer un de ses fournisseurs. Donc, vous allez venir payer votre fournisseur. Le fournisseur, il ne sait pas si vous êtes fiable ou pas. Avant, il aurait fallu passer par la banque, faire un virement, vérifier que l'entreprise est solvable, qu'elle est assurée, qu'il a bien le cash chez lui. Mais en attendant, vous, fournisseur, vous êtes en train de crever parce que vous n'avez pas votre cash. Alors maintenant, aujourd'hui, juste par une application, on arrive à assurer et à fiabiliser cette histoire de paiement. D'accord ? Donc vous êtes payé et la banque s'occupe de vérifier le reste. Mais là où avant ça prenait 48 heures, voire plus, aujourd'hui ça se fait en un clic. Et ça, c'est quelque chose, vous n'imaginez pas, mais qui accélère de façon incroyable, on va dire, les relations commerciales et qui est un service extraordinaire en B2B. Aujourd'hui, vous avez aussi, on le verra plus en détail après, des partenariats qui doivent se mettre en place, qui permettent de répondre à de nouveaux usages, à des défis technologiques et se lancer sur de nouveaux marchés. On parlait tout à l'heure, M. Hello, de mettre en place des incubateurs. Aujourd'hui, la start-up est devenue un membre à part entière des écosystèmes. Je m'adresse à vous, les jeunes. Si vous avez des idées, il faut y aller. Pour améliorer l'existant, pour améliorer la vie de vos concitoyens, il faut y aller. C'est des choses aujourd'hui qui rentrent complètement dans le processus de transformation digitale où les startups, l'innovation sont un point, une pierre angulaire aujourd'hui de la transformation digitale. Et bien sûr, tout ceci est soutenu par la technologie parce qu'il y a de nouvelles attentes du client, il y a de nouvelles opportunités pour l'entreprise. Mais bien évidemment, il y a de nouvelles données à traiter. Ça, c'est un domaine qui est un peu plus technique. Donc, je pense que Mohamed s'exprimera là-dessus. Mais je veux dire, évidemment, ça bouleverse les systèmes d'information au sein des entreprises. Et comme je parlais tout à l'heure de nouveaux métiers qui vont se créer, je pense que même le métier de DSI ne sera plus tel qu'il est aujourd'hui. Parce qu'il va commencer à faire attention aux chiffres, il va devoir communiquer avec le marketing. Il va y avoir un rapprochement entre les fonctions des systèmes d'information et les fonctions marketing avec de nouveaux postes à la clé. Donc tout ça, ça vous paraît X-Files aujourd'hui parce qu'on étudie encore le marketing d'un côté, l'informatique de l'autre. Mais il y aura, ça existe déjà aujourd'hui, le Data Chief Officer qui est aujourd'hui une espèce de transfuge entre ces deux métiers. Et ça, c'est des choses qui arrivent, qui existent déjà par ailleurs et qui arriveront aussi au Maroc. Alors, moi, j'aime bien aussi la théorie du curseur digital. Tout à l'heure, Salah parlait de tout casser pour reconstruire. Alors, cette transformation est quand même difficile. C'est un sujet qui est extrêmement complexe. Personne n'a dit que c'était simple et personne ne pourra jamais dire que c'est simple. Alors, il y a un monsieur que je trouve qui est très bien, Rémi Meups de Sopra Consulting, qui a mis en place cette théorie du curseur digital. Aujourd'hui, on a des entreprises, on a des mastodontes existants. Comment est-ce qu'ils peuvent entamer cette transformation digitale sans justement tout casser et tout reconstruire ? Il y a ce qu'on appelle le curseur digital, c'est-à-dire qu'il faut arriver, chaque cas est unique, après avoir posé des diagnostics, après avoir analysé la situation, on se dit, bon, il faut qu'on arrive à trouver un équilibre entre le fonctionnement, la performance et cette idée de transformation digitale. Et on va voir par la suite qu'on ne vient pas comme ça faire une transformation digitale, mais qu'il y a une stratégie qui doit être mise en place, qu'il y a une organisation qui se met en place. Beaucoup de choses se mettent en place pour pouvoir réussir correctement cette transition. Mais c'est important de savoir qu'aujourd'hui, par exemple, si on est de ce côté du curseur, on est plus dans de l'adaptation. Voilà.
on essaye de s'adapter. Il faut essayer d'avoir le curseur, je dirais plus vers la gauche, avec un maximum d'innovation, transformation, pour se dire qu'on est vraiment dans un process de transformation, sans perturber pour autant le fonctionnement. On ne peut pas tout casser et recommencer, mais il faut quand même essayer de trouver cet équilibre. Alors, là, on rentre un petit peu dans le détail, c'est un petit peu théorique, donc c'est un peu moins rigolo que Salah, mais voilà. Alors, la transformation, qu'implique la transformation digitale? Qui implique de se transformer plutôt que de s'adapter? Vous allez voir en fait toutes les implications. Aujourd'hui, il va y avoir une transformation de la relation. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui va leader aujourd'hui la transfo digitale au sein des entreprises. C'est que l'environnement, la relation avec l'environnement de l'entreprise change complètement. Que ce soit en B2C, donc avec les clients, les usagers, les citoyens, qui aujourd'hui, vous pouvez les adresser directement, vous pouvez être votre propre média, parce que vous avez vos propres plateformes sociales, et qui va vous faire une remontée directe aussi. Donc la relation a changé avec le consommateur. Auparavant, vous aviez une réclamation, il fallait passer par un numéro vert, envoyer un courrier, ça prenait 15 jours, un mois, et personne n'était au courant. Il n'y avait pas de publicité au niveau de l'information. Aujourd'hui, l'information est publique, elle est ouverte, donc il n'y a plus la relation avec le consommateur est en réinvention. Et puis aussi la relation avec les partenaires, elle aussi, elle change. Je vous ai parlé du logiciel, de l'application qui a été mise en place par Crédit Agricole. Ça change complètement aujourd'hui la relation avec les partenaires. Vous avez aussi, et ça c'est très très important, et c'est aussi l'une des clés de voûte du succès d'une stratégie de transformation digitale, c'est aussi la relation entre les collaborateurs. Nous sommes à l'ère de la transformation digitale dans une entreprise collaborative qui est ouverte. Les gens doivent se parler entre eux. On ne peut plus se permettre d'avoir une étanchéité entre les différents services, entre les différentes compétences. Ça, c'était au niveau de la relation. Maintenant, au niveau du fonctionnement, il y a aussi la transformation du fonctionnement. Donc une dématérialisation qui est accrue, dématérialisation des transactions, des échanges, des flux, une interopérabilité en mode service, donc plein d'API qui se mettent en place pour on va dire, faciliter les échanges. Par exemple, quand on prend des organismes comme les organismes de sécurité sociale, aujourd'hui, ils sont en train de travailler à l'échange des données entre eux. Donc là, je pense qu'on parle d'open data et tout ça, je laisserai Mohamed en parler. Mais aujourd'hui, par exemple, un organisme comme la CNSS doit pouvoir avoir accès, par exemple, aux données du ministère de l'Intérieur, pour connaître les adresses, pour fiabiliser ces données, aussi aux écoles, pour pouvoir fiabiliser et croiser avec les enfants qu'on déclare, et ainsi de suite. Donc il faut qu'il y ait une circulation d'informations qui est importante. Et aujourd'hui aussi, tout est mesurable et tout est analysable. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant, ou qu'on avait dans une vraiment très très moindre mesure. Et puis, je parlais tout à l'heure des startups, donc la mise en place de structures permanentes pour l'innovation. On est dans un monde qui bouge, dans un monde qui se transforme, dans un monde qui change. L'innovation en est le moteur. Et aujourd'hui, si les entreprises ne le comprennent pas, elles vont disparaître. Tout simplement, elles vont disparaître. Donc ça, on en a déjà parlé. C'est-à-dire, aujourd'hui, transformation de la relation, du fonctionnement, innovation permanente, avec l'amélioration continue, l'agilité, les digilabs, les incubateurs, les lean startup. Alors, les 3 étapes nécessaires pour une transformation efficace et pérenne, et je pense qu'on s'arrêtera là pour la théorie. Aujourd'hui, tout à l'heure, c'est monsieur qui posait la question, mais il faut une stratégie. Bien sûr qu'il faut une stratégie. Ce n'est pas des choses qui se font comme ça. Il y a même des métiers aujourd'hui pour transformer l'entreprise. Par exemple, c'est pas par exemple, aujourd'hui, c'est la méthodologie qui est utilisée. C'est ce qu'on appelle, alors c'est la méthode ARE, donc on la plug en disant We are digital. Au revoir les jeunes. Donc, aujourd'hui, pour construire une stratégie de transformation digitale, nous avons 3 étapes qui sont nécessaires pour une transformation qu'on va dire efficace et pérenne. Donc, le digital assessment, pour commencer, c'est les constats qu'on va faire, c'est le bilan qu'on va faire aujourd'hui
de la digitalisation de l'entreprise. C'est les constats initiaux sur l'externe et l'interne. C'est une étape primordiale et indispensable aujourd'hui pour la transformation digitale. Donc tout d'abord, définition des orientations. Donc d'abord faire les constats, faire un bilan, faire un diagnostic de la digitalisation de la société. Est-ce qu'on en a besoin? Jusqu'à quel point on en a besoin? Qu'est-ce qu'on doit... Y a-t-il des choses à prioriser? Qu'est-ce qu'on doit faire en priorité? Ensuite, définition des orientations et de la stratégie digitale. Et on définit une stratégie. Alors définir une stratégie, c'est quelque chose de très complexe. Là, on survole, mais ce sont des choses complexes. Ensuite, c'est là où on arrive à la digital roadmap. On va construire une feuille de route. Cette feuille de route va nous permettre aujourd'hui de voir quels sont les quick wins, parce qu'il faut aller vite quand même. Et puis aussi, quels sont les projets structurants qui vont se faire sur le long terme ou sur le moyen terme. Et ça, c'est sur tous les volets. La gouvernance, la stratégie, l'organisation, la gestion du changement, la formation du personnel pour se préparer à cette transformation digitale. Parce que quelqu'un qui a fait peut-être de la dactylo toute sa vie, ou qui a rangé, qui a classé des papiers, qui a archivé, quand on va lui dire tu vas commencer à archiver de façon dématérialisée, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il adhère. Donc il y a tout un chantier de conduite de changement qui accompagne ça. Et puis l'exécution des projets et des initiatives qui ont été identifiées dans la roadmap et la mise en place de la gouvernance. En fait, ce qu'on est en train, le sujet qui était est-ce qu'on s'adapte ou est-ce qu'on se transforme, clairement, il y a une transformation à faire et c'est quelque chose dont les chefs d'entreprise, qui sont en général les initiateurs, doivent être absolument et pleinement conscients. On ne peut pas appeler le DSI juste pour faire ça, on ne peut pas appeler juste les gens du marketing, c'est quelque chose qui concerne la vision de l'entreprise. Les entreprises qui ne s'adaptent pas sont vouées à mourir. C'est simple. Qui ne se transforment pas, sont vouées à mourir. Cette transformation aujourd'hui est complètement nécessaire et indispensable dans un monde qui est en perpétuelle évolution. Donc j'en finis avec la partie théorique. Voilà, je vous remercie. Bien, Madame Belhassen, en fait, au début, c'est livré en fait un travail pédagogique en définissant deux grands verbes d'action, à savoir s'adapter et se transformer. Puis, en fait, un point qui, à mon sens, qui représente réellement le cœur battant de son intervention, à savoir que l'innovation aujourd'hui, c'est réellement le moteur des organisations compétitives. Et le tout dernier point, je crois que, à mon sens, qui touche de plus près le cœur de cette thématique, au jour d'aujourd'hui, si on veut réellement, je dirais, s'accaparer d'une part de marché, tout secteur confondu, quelle que soit, je dirais, la taille de l'entreprise, petite start-up ou grande société, ils ont intérêt à mettre l'innovation, en fait, comme étant une option stratégique, comme étant une vision. Sinon, cette organisation finira par disparaître du marché. Merci, Madame Belhassen, pour votre brillante intervention.